Avant-propos, toutes les blagues sur la calvitie de cette vidéo sont dédiées à mon père, fier ambassadeur des crânes non chevelus. Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, vous êtes au bon endroit. Et oui mes amis, j'ai entendu votre appel. Et comme Noël arrive et qu'en ce moment on n'est pas franchement gâté niveau cinéma d'action, c'est l'heure de vous faire un petit cadeau. Aujourd'hui, on va se griller les neurones devant l'une des sagas les plus mythiques de l'histoire du cinéma d'action. Die Hard! Die Hard les gars! C'est pas encore l'hiver, mais avec John McClane, c'est tous les jours Noël. Alors on va voir ce qui rend Die Hard si unique dans l'histoire du cinéma et pourquoi la saga tant aimée des fans a fini par péricliter. Une façon polie pour dire que les 2 derniers épisodes sont foutrement nuls. Mais avant de tout critiquer comme la parisienne mal lunée que je suis, on se devait de commencer cette vidéo avec un petit hommage à Bruce Willis, un monstre sacré du cinéma d'action dont la famille a récemment révélé qu'il souffre d'une démence depuis plusieurs années, ce qui a impacté son boulot sur ses derniers films, et l'a forcé à prendre sa retraite pour notre plus grand désespoir. Repose-toi bien champion et merci pour tout. Mais on n'est pas ici pour déprimer, alors on va plutôt repartir en 1988, à une époque où le mur de Berlin n'était plus très solide, et où on pouvait encore porter des kawaii avec des couleurs à décoller la rétine. Une bonne époque donc, et aussi celle de films d'action burnés, avec une décennie 80s marquée par des figures emblématiques comme Stallone ou Schwarzy. Hasta la vista baby. Ouais non, j'y arrive pas du tout, désolé. Alors qu'elle touche à sa fin, Bruce Willis, lui, il est encore surtout connu pour son rôle dans la série télé Clair de Lune. Mais un building de Los Angeles s'apprête à changer sa carrière à tout jamais. C'est dans ce Nakatomi Plaza, un joli bâtiment de cristal, que se déroule le premier Die Hard. Et dedans, on suit... Non, sérieusement, je dois vraiment vous résumer le scénario ? Je veux dire, Die Hard, c'est LE film de Noël par excellence, celui dont la moitié des répliques sont passées à la postérité. Il suffit de lâcher Yippee-Ki à n'importe quelle personne de plus de 30 ans, ou de moins de 30 ans avec beaucoup de goût, et elle explose instantanément, tel un bateau de Die Hard 3 dans la baie de New York. Oh, pardon, spoiler, je m'avance un peu. Bon, si vous n'avez jamais vu ce classique, d'abord ça mérite une calvitie à la Bruce Willis, et ensuite voici un résumé en moins d'1 minute chrono. On suit donc John McClane, policier new-yorkais qui part à Los Angeles pour tenter de reconquérir sa femme Holly au moment de Noël. Sauf que John, ce soir-là, il est pas le seul à vouloir s'introduire dans le bureau de Holly. Une bande de terroristes sans foi ni loi, menée par le très chic Hans Gruber, incarné par l'immortel Alan Rickman, a eu la même idée. John, en petit rouage qui grippe, comprend vite que nos méchants ne sont pas venus pour un défilé de mode, mais il va se retrouver tout seul pour protéger sa femme et ses collègues et affronter les terroristes. Oui, le pitch est assez simple, et vu avec les yeux d'un spectateur de 2023, on pourrait presque le qualifier de basique. Mais c'est ça la marque d'un classique, les amis. Die Hard a inspiré tellement de films d'action que sa formule en est devenue une base. Sauf qu'en 88, la claque était grande. Et chose assez logique en somme, la réception du film à sa sortie, elle a été mitigée. Si certains critiques félicitaient son originalité, d'autres, qui devaient ressembler à Harry, critiquaient le manque d'envergure de Willis et celui du métrage tout simplement. Mais les temps changent, les imprimés fluo se démodent, les murs se déconstruisent, et aujourd'hui, on sait que ce sont précisément les enjeux de Die Hard qui ont permis de révolutionner le cinéma d'action. Pour la première fois, on n'a pas en face de nous un héros borné et burné, un mec ultra musclé qui sauve le monde à coups de pec huilé. Non, on a droit à un flic loser qui est même pas foutu de reconquérir sa femme et qui se retrouve littéralement au mauvais endroit au mauvais moment. John McClane n'y commande pas une armée, il est tout seul et même la police lui fait pas confiance. Et d'ailleurs, au vu de ses méthodes expéditives et de ses fréquents coups de gueule, on peut comprendre pourquoi. Et il sauve pas non plus le monde, juste une grosse poignée d'employés lors d'une prise d'otage presque tristement banale. Mais c'est justement ça ce qui va le transformer en légende. Comme des milliers d'ados et les grands enfants qui suivent ma chaîne, quand je regarde Die Hard, je suis John McClane. Le film nous permet de nous identifier au héros plus que tous les autres métrages de l'époque. Et pour la première fois, on a l'impression que l'action fait irruption dans notre quotidien. C'est aussi ce réalisme qui permet à Die Hard et à son héros d'être plein d'humour sur eux-mêmes. Le film ne brise jamais le 4e mur, mais s'appuie parfois lourdement dessus quand McClane ironise sur le côté improbable de sa situation. Et comment parler de Die Hard sans parler de son créateur, John McTiernan? Il nous offre une réalisation parfaite avec une caméra mobile qui nous invite encore plus à suivre notre héros du jour et nous permet de faire réellement partie de son aventure. Même le montage du film et sa cinématographie sont excellents et le rythme est lui aussi très bien pensé, avec une intrigue qui prend son temps avant d'éviter les temps morts dès que les terroristes débarquent. Mais ce qui m'a toujours chatouillé les mirettes, c'est le set design, l'environnement dans lequel se déroule l'intrigue. McTiernan tire parfaitement profit de son unité de lieu et nous permet d'explorer le Nakatomi Plaza de fond en comble tout au long du métrage. Et bien sûr, que serait Die Hard sans son méchant iconique? Apparemment, McTiernan n'était pas satisfait du bad guy antipathique et sérieux écrit dans le scénario. Un gros méchant! Et grâce à son boulot et à celui d'Alan Rickman, qu'il repose en pellicule, on a droit à Hans Gruber, un méchant sophistiqué à l'européenne qui est le contraste parfait de McClane. Il est toujours classe et dans le contrôle. Leurs interactions sont un régal, les deux se jaugent, se toisent et finissent par échanger leur position de pouvoir lorsque John refuse de laisser tomber les otages.
Bref, il nous offre un duo bad guy héros absolument iconique. Plus jeune, j'avais du mal à comprendre pourquoi Gruber et ses hommes étaient motivés uniquement par l'appât du gain, mais avec le recul, ça aussi ça change de tous ces mégalos qui veulent conquérir le monde. À l'image du reste du film, Hans est donc un méchant parfaitement crédible et totalement inoubliable. Ah, et un mini bonus, si je vous montre cette tête, vous me dites, les fans de Bond, vous répondez pas. Et à Hollywood, qui dit succès au box-office dit suite, et nous voilà donc en 90 pour Die Hard 2, 58 minutes pour vivre. Ici, McClane attend sa femme à l'aéroport de Washington pour enfin passer des fêtes paisibles ensemble. Bon, sur ce film, je vais être plus courte, d'abord pour que cette vidéo dure moins de 58 minutes, mais aussi parce qu'en dépit des bonnes critiques et de son succès, Die Hard 2, je l'aime pas trop. Ce pouvoir d'analyse, ça doit vous laisser pantois, non? Ça y est, la bombe est larguée. J'ai jamais trop apprécié le film, je sais qu'il a ses fans, mais je le trouve très peu marquant. Aucun mauvais procès, hein. Passer après un métrage qui a révolutionné le genre, c'est pas chose aisée, et cette place, elle impacte forcément mon appréciation. Mais qu'on le veuille ou non, Die Hard 2 manque de relief. Au lieu du charismatique Hans Gruber, ici on a William Stewart, un terroriste militaire classique et un colonel très méchant, soit exactement ce que John McTiernan avait voulu éviter dans le premier film, et d'ailleurs sans John à la réal, la fête est moins folle, hein, clairement. L'idée de situer l'action dans un aéroport, elle est pourtant efficace, et c'est vrai que le rythme est plutôt bon, avec un crash aérien marquant, mais la mayonnaise Yankee, elle ne prend pas vraiment. Le climax pour moi est grand guignolesque, McClane a moins de recul sur sa propre situation, ce qui le rend du coup moins drôle et moins unique, et puis non, j'ai l'air sérieux, c'est quoi ce scénario? Imaginez des terroristes qui détournent des avions, c'est pas réaliste. On va peut-être pas la faire, celle-là. En clair, j'ai pas grand-chose à reprocher au film, mais si vous ne connaissez pas la saga, je vous recommande plutôt de regarder Die Hard 3, Une journée en enfer. Et si j'avais déjà énervé des fans en critiquant Die Hard 2, attendez la suite. Die Hard 3, c'est mon film préféré de la franchise. Oui, ça veut dire que je le préfère au premier. Quoi? Bon, calmez-vous, hein. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur. Simplement, j'ai une tendresse toute particulière pour ce métrage de 95 qui a bercé mon adolescence. Réalisé par... John McTiernan, le maître est de retour. Yeah. Alléluia, ou yippee-ki, comme vous préférez. Ici, il nous offre un autre excellent film, situé à New York cette fois-ci. McClane est de nouveau séparé d'Holly, et il est plus au fond du trou que jamais. Mais pas le temps pour la gueule de bois ou les regrets, parce que Simon, un terroriste allemand, a décidé de jouer avec John et avec la ville de New York tout entière en plantant des bombes un peu partout. Le film est un immense jeu du chat et de la souris à travers la grosse pomme, qui arrive parfaitement à renouer avec la folie de l'original. Bon, d'accord, on trouve un peu plus de cascades improbables, mais les interactions entre McClane et Zeus, un Samuel L. Jackson très en forme, me font tellement marrer qu'à chaque fois je me retrouve prise au jeu. Et bien sûr, c'est mon petit péché mignon, on a encore droit à un bad guy iconique, Jeremy Irons en roue libre, qui incarne Simon, un méchant allemand prêt à tout et qui a de bonnes raisons d'en vouloir à McClane, que je spoilerai pas plus ici parce que son personnage est plutôt bien écrit. Osez me dire que cette cravate à elle seule ne rajoute pas 500 points de sympathie à son porteur qui veut contrôler la grosse pomme. Die Hard est l'une des rares sagas d'action qui repose essentiellement sur des personnages haut en couleur, et ce troisième volet le sait et il l'exploite à fond, chose que j'aime beaucoup. Je cherche encore une femme de main plus iconique que Katia. Vous saviez que son actrice Sam Phillips avait composé des génériques et des musiques pour Gilmore Girls, 2 sagas, 2 ambiances. Regardez-moi ce beau carambit. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces jolies armes d'Indonésie qui peuvent vous gruyerdiser en 3 secondes, direction ma dernière vidéo. Et de façon générale, ça fait plaisir de voir John McClane plus entouré, même si certains trouvent que ça lui enlève son côté héros solitaire, je pense que ça permet au contraire au personnage de se renouveler après 3 films. Une journée en enfer a, comme son titre l'indique, un rythme effréné et mise comme les 2 premiers sur une intrigue condensée et sans temps mort, alors que les devinettes de Simon deviennent de plus en plus dangereuses. Mais surtout, ce que j'apprécie particulièrement dans ce métrage, c'est l'utilisation de la ville de New York en elle-même. Dès sa scène d'intro mythique, on a vraiment l'impression que la grosse pomme est un personnage du film à part entière, bien plus qu'une toile de fond. Elle est vivante et elle nous permet même d'observer le John McClane dans son environnement naturel. Non, les seuls reproches qu'on peut faire à ce 3e volet, c'est d'être moins révolutionnaire que le premier, mais encore une fois, c'était à prévoir, et d'avoir une fin assez classique et grand guignolesque, qui justement donne dans ce kitsch que Die Hard arrivait souvent à éviter. Cette fin décevante, à base d'hélicos qui explosent, franchement c'est pas un gros spoiler, elle a été désavouée par McTiernan lui-même, qui l'a trouvé assez générique. Apparemment, l'équipe avait hésité avec 2 autres séquences finales. Une première qui a pas été filmée, où McClane arrivait à planter une bombe qu'il cherche pendant tout le film dans l'avion emprunté par Simon et ses sbires, et du coup, kaboum en allemand. Et une deuxième bien plus sombre et plus personnelle, où McClane retrouve Simon en Europe et décide que maintenant, c'est lui qui pose les devinettes. Cette fin-là est disponible sur YouTube en anglais, et même si elle peut paraître sombre, je la trouve plus originale que le final retenu, et je vous invite à y jeter un œil. Et telle une télé-réalité bas de gamme, vous pouvez même voter pour votre fin préférée en commentaire. Malgré un final un peu décevant donc, je ne saurais trop vous recommander cet épisode de la saga aussi fun que le premier et qui nous prouve que Die Hard aurait vraiment dû rester une trilogie. Oui, mais non. Parce qu'après un hiatus de 12 ans, pas moins, nous voilà en 2007, c'est-à-dire après Matrix, qui a empoisonné une bonne partie des métrages d'action des années 2000. Qui a éteint la lumière. Die Hard 4 donc, sous-titré Retour en enfer, aurait plutôt dû s'appeler Retour en arrière, vu la baisse en qualité comparée à l'épisode précédent.
Ici, exit McTiernan et les cheveux de Bruce Willis, on retrouve un McClane qui a vieilli et se retrouve contraint de protéger un jeune hacker, Matt, contre des cyberterroristes qui veulent prendre le contrôle du pays. Comme à chaque film depuis le premier, le terrain de jeu s'agrandit, et notre fine équipe parcourt ici les États-Unis tout entier alors que le pays est en proie à une énorme pagaille, encore pire qu'en 2020. Die Hard 4 a été plutôt bien accueilli à sa sortie, et effectivement, le film est un divertissement correct, mais vous vous en doutez déjà vu le ton de ma voix, je ne l'aime pas du tout. Bien moins que le 2, c'est dire. En effet, il compile quasiment tous les clichés des films d'action, horreur, thriller, pseudo-technologiques du début des années 2000. Une colorimétrie trop froide et sombre, une menace informatique du cyberespace avec des hackers du futur de la technologie d'internet parce qu'on est trop en avance, un climax, acte final si vous avez fait anglais LV12, totalement abusé, et même une femme de main qui se bat de façon totalement ridicule et meurt de façon encore plus ridicule. Alors qu'ils avaient Maggie Q, quoi. D'ailleurs, ce nom, ça vous évoque pas quelque chose? Les fans de Mission Impossible? Vous soufflez pas. Dans Die Hard 4, on a même la fille de McClane en ado rebelle qui n'écoute pas ses parents et doit se faire sauver par Papounet. Petit aparté, mais j'ai l'impression que 100% des ados dans les films des années 2000 étaient rebelles et émo. J'ai raté un truc? C'était l'effet Simple Plan? Est-ce que je vous recommande quand même le film malgré tout ce que je viens de vous dire? Pas vraiment. Ça reste divertissant, mais l'humour n'est pas toujours volontaire, quoi. Le métrage a mal vieilli et il fait très daté, tant sur la forme que sur le fond. C'est le problème de baser son intrigue sur la technologie qui est par définition en constante évolution et très vite obsolète. Mais au-delà de ça, parce qu'après tout, Die Hard 2 et 3, ils ont aussi un peu vieilli, le film est surtout beaucoup plus générique que les autres opus. McClane a perdu une bonne partie de sa personnalité et il devient juste un vieux grincheux qui bosse encore sur Minitel, mais s'est tiré à la mitraillette. Bien sûr, il va rencontrer un jeune génie de l'informatique avec qui il va être forcé de coopérer avant de commencer à l'apprécier, mais que c'est original. Il est loin le temps où Die Hard 3 abordait frontalement les discriminations et le racisme aux États-Unis. Non, ici on a le droit à une intrigue micro-ondes. Mais si, une intrigue micro-ondes. Vous prenez un scénario bas de gamme, vous le réchauffez avec des explosions pendant 30 minutes et paf, c'est prêt à déguster. Un retour qui n'est pas celui du roi donc, mais qui reste encore plutôt acceptable si vous avez moins de 2 heures à perdre, contrairement à la suite. Vous savez, moderniser une saga iconique, c'est pas évident. Et si parfois ça passe, bien souvent, ça casse. Et Die Hard 5, ça casse pas 3 pieds à un McClane. Sorti en 2013 et intitulé Belle journée pour mourir, vous pourrez pas dire que vous étiez pas prévenu, le film est ce que l'on nomme communément un navet. Il y a du budget, mais c'est tout, plus aucun talent, ni devant la caméra. Bruce Willis était déjà malheureusement affaibli par sa maladie, et c'est pas le cast totalement insipide qui allait relever le niveau, ni derrière la caméra, puisque le réalisateur John Moore est connu pour ses adaptations et reboots cataclysmiques, mais qui rapportent. Vous commencez à voir le problème ? Et oui, on est face à un film de studio, une de ces daubes pensées par des marketing executives en costard pour être rentable, et à pâter le chaland à coups de boum boum pam pam, et de licences connues. Die Hard 5 n'a presque rien à raconter, et il confond grand terrain de jeu avec grands enjeux, puisqu'on retrouve ici McClane en Russie, oubliant au passage l'ADN même de la franchise, pour tenter de désamorcer un plan de terroriste lambda à base d'uranium et de trahison aussi peu intéressante que celle des Feux de l'amour. Et bien sûr, le film est moche, avec des tons orange chiants dégueulasses. Votre honneur, le coupable, c'est lui. On y voit que dalle, mais de toute façon y a rien à voir, et il va sans dire que notre pauvre cow-boy est plus que jamais une caricature de lui-même. Il sauve le monde à l'aide de ses pectoraux, exactement ce dont se moquait le premier film, et disparaît même de sa propre franchise au profit d'un fils insipide censé prendre la relève. Il y avait une usine qui les fabriquait à la chaîne, ces fils ratés, dans les années 2010, mais le détail qui me fait saigner du nez de rage à chaque fois que je regarde le film, parce que je m'investis beaucoup dans mes visionnages, c'est la fin. Cette fin. Au-delà même du fait que les protagonistes survivent tranquillou à la radioactivité, je suis plus à ça près, ce sont bien les dernières images du métrage qui me font péter un câble. On y voit McClane heureux en descendant de l'avion. John McClane heureux en avion. Le mec qui explique qu'il a le mal de l'air et n'est pas à l'aise en vol dans la première scène du premier film. Non, sérieusement, les scénaristes, ils bossaient pour Hans Gruber. Je vois pas d'autre explication. Bon, vous l'aurez bien compris, Die Hard 5 porte bien ce nom puisqu'il tue la fan en moi un peu plus à chaque revisionnage. D'ailleurs, pensez à vous si vous avez payé une place de cinéma pour cette daube atomique. Et ce qui me met encore plus en rogne que la piètre qualité du machin, c'est qu'il apporte une conclusion totalement indigne à une saga pourtant iconique. Die Hard a dynamité les codes du cinéma d'action à la fin des années 80, puis a su proposer des métrages distrayants et même marquants durant la décennie suivante, avant de devenir peu à peu une parodie d'elle-même. Quelle triste fin qui sacrifie à la fois son héros et son public, puisque le 5e film sera rentable mais heureusement haï par la critique. Et étant donné la maladie de Bruce Willis, on devra malheureusement se contenter d'un McClane EasyJet comme dernière apparition. Une sale représentation d'une industrie du grand spectacle, où les recettes dictent les concepts et où la créativité s'efface au profit de la rentabilité. Et c'est franchement pas sur cette note que j'avais envie de finir ma chronique.
Non, j'aimerais finir sur un hommage un peu plus positif. Souvenons-nous que si la chute est dure, c'est parce qu'on a grimpé haut. Et c'est pas Hans qui vous dira le contraire, mes amis. Quoi qu'aient été les derniers épisodes, rien n'entamera jamais le caractère iconique de la trilogie originelle qui aura marqué des générations de spectateurs. Pourquoi j'ai l'impression de parler d'une autre saga, moi? Bref, Die Hard reste l'une des franchises les plus marquantes du cinéma d'action. Parce qu'elle a su intelligemment jouer avec ses codes et ses gimmicks lorsqu'il le fallait, sans jamais oublier de s'amuser au passage. C'est aussi fascinant et presque touchant de voir à quel point la franchise est liée à la carrière de Bruce Willis, qui porte les films sur ses frêles épaules et a inspiré bien des traits de McClane. Allez, une dernière anecdote pour la route. Si McClane porte sa montre à l'envers avec le cadran vers le poignet dans le 3e métrage, c'est parce que c'est aussi le cas de son acteur. C'est fou ce qu'on apprend dans mes vidéos, hein. Quand les films péricliteront au tournant du millénaire, Willis se retrouvera lui aussi prisonnier du personnage de héros badass et sans faille qu'il avait pourtant réussi à faire voler en éclats 12 ans auparavant. Un chant du cygne pour l'acteur donc, et des films en dents de scie mais qui représentent parfaitement le meilleur, comme le pire, de l'industrie de l'action hollywoodienne. Allez, voyons le verre en cristal à moitié plein. Encore aujourd'hui, on a la chance de profiter d'une saga iconique avec un impact énorme sur le cinéma tout court et sur l'imaginaire collectif. Presque 40 ans après la sortie du premier film, force est de constater qu'il n'a pas pris une ride, ni perdu un cheveu. Et comme les fêtes approchent, vous savez quoi regarder le 24 décembre au soir. Et surtout n'oubliez pas, en attendant que John ne vienne toquer à la fenêtre, vous pouvez vous abonner, partager et liker la vidéo afin d'aider la chaîne. Un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés d'ailleurs. Et si vous avez d'autres idées de chroniques, de rétrospectives ou tout simplement de vidéos, les commentaires et mon Twitter sont ouverts. Portez-vous bien, et jusque là, bon grillage de neurones.